Bonjour à tous, bienvenue à EDOCAP, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 12 novembre. Les propos du maire de Chandler, la victoire de Guy Dubois à l'élection partielle de Hopetown, le point de presse du directeur régional de la santé publique, le collectif alimentaire de Passepébiac, la commission jeunesse Gaspésie-les-Îles, les besoins urgents du Centre d'action bénévole de Saint-Siméon, Port-Daniel, un reportage sur les femmes à la chasse et votre chronique Rendez-vous! Télévague vous souhaite une très bonne émission. Débutons l'actualité de cette semaine avec le maire de Chandler, M. Gilles Darèche, qui a été l'objet de menaces récemment. Cette situation a été publiquement dénoncée par le maire lui-même au dernier conseil de la ville de Chandler. En voici un extrait. Le poste de maire est pas, ou d'élu, c'est pas évident, je veux dire, partout au Québec. Mais c'est encore plus évident quand on reçoit des plaintes ou qu'on doit se débattre avec des choses. Par exemple, moi ce matin, j'ai eu des menaces. Des menaces sur mon téléphone. La Sûreté du Québec est dehors pour ça, d'ailleurs. Donc, c'est des plaintes qui sont très sérieuses. J'ai eu, je veux dire, un message très sérieux du monsieur qui l'a fait. Là. Je ne veux pas dire qu'il va mettre ses paroles en action, mais quand même, c'est pas plaisant quand tu te réveilles le matin, puis tu reviens travailler, puis tu as 7-8 messages sur ton téléphone de menaces qui vont me rencontrer, ils vont me trouver partout ce que je vais être, puis tout se paye, puis c'est quand même pas évident. Là. On n'est pas là pour... on a des familles, on a des enfants, puis comme mes enfants voient ça, c'est pas plaisant pour eux. C'est le prix à payer peut-être pour être maire à Chandler, mais c'est très cher payé. Dans le fond, on est tous du monde dans la même place, puis on n'en veut pas à personne, tu sais, puis on essaie de faire notre possible, mais d'avoir des menaces comme j'ai eu ce matin, c'est vraiment dérangeant. Puis c'est de l'intimidation, c'est du harcèlement, c'est pas supposé d'arriver, mais ça arrive, c'est malheureux. Je suis le dernier gars qui va faire des menaces à des gens, je ne fais jamais ça de ma vie, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs, puis d'en recevoir, mais c'est pas évident. Donc, j'appelle le monde à être un petit peu plus compréhensif là, du rôle des élus à la ville de Chandler. Le 5 novembre dernier, Guy Dubois a remporté l'élection partielle pour le siège numéro 3 de la municipalité de Hopetown. Le conseiller gagnant a exprimé sa gratitude envers les citoyens en leur envoyant une lettre de remerciement. Nous avons profité de l'occasion pour recueillir ses commentaires. Êtes-vous surpris d'avoir remporté votre élection au siège numéro 3 à Hopetown? Oui, énormément surpris. Je m'attendais pas de rentrer aussi fort, finalement. Okay. C'était quoi le taux de participation de la population? Près de 52 Oh, quand même. Oui. Avez-vous des plans ou des idées que vous voulez apporter au conseil? Oui, j'aimerais améliorer, la communication entre les citoyens puis le conseil. J'aimerais assurer une intégrité puis une transparence et j'aimerais à long terme aussi impliquer les jeunes, aller chercher l'engagement des jeunes parce que ça prend un plan de relance à un moment donné. On vieillit, fait qu'à un moment donné, si on est capable d'aller chercher l'engagement des jeunes pour venir prendre, notre place, mais ça serait quelque chose que j'aimerais accomplir. Puis au niveau des loisirs aussi? Oui, au niveau des loisirs et des activités, j'aimerais regarder s'il n'y a pas des choses supplémentaires qui pourraient être faites. Vous envisagez de travailler avec des membres de conseil exclusivement féminins? Ah, j'ai pas de problème. Au contraire, je pense que ça va apporter une diversité qu'il n'y a pas présentement. Fait que moi, je vois ça d'un bon œil. Je suis confiant que ça va bien aller. Le point de presse organisé le 8 novembre dernier au CLSC de Passepébiac visait à sensibiliser le public aux impacts des changements climatiques sur leur santé et sur les communautés de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Le directeur régional de la santé publique, Dr Yves Bonnier-Vigé, a dévoilé les résultats de l'étude sur les vulnérabilités régionales face au changement climatique. Voici un aperçu des propos du directeur. Bien, en fait, les choses les plus importantes qu'on a constatées, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'érosion de nos côtes, particulièrement aux îles de la Madeleine. Il va y avoir ce qu'on appelle de la submersion, c'est-à-dire qu'il va y avoir des inondations qui vont venir de la mer. Il va y avoir aussi plus d'inondations comme telles à cause d'une augmentation des précipitations. On va avoir un climat plus chaud aussi, donc moins de neige, moins de glace sur les berges.
Et puis, on s'attend donc à ce qu'il y ait des changements dans l'habitat des différentes espèces animales qui vont changer. Et avec ça, bien, ça va amener certains parasites qui peuvent nous amener des nouvelles maladies. Vous cherchez à cuisiner des plats délicieux sans vous ruiner et en bonne compagnie? Le collectif alimentaire de Passepébiac a une solution pour vous. Nous avons rencontré Véronique Simon, intervenante communautaire en volet cuisine, pour nous suggérer différents ateliers. Est-ce que tu peux me dire la mission du collectif alimentaire? Oui, la mission, c'est de veiller à la sécurité alimentaire sur le territoire de Saint-Siméon à Port-Daniel. Là, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de différents types de services de cuisine que vous offrez. On va commencer par, c'est quoi la cuisine solidaire? Oui, bien, les cuisines solidaires, c'est des cuisines où on peut s'inscrire. Donc, les personnes téléphonent, disent « J'aimerais ça participer à une cuisine ». C'est une cuisine de 3 heures. Les personnes se présentent le matin vers 9 heures et elles n'ont rien à fournir. Donc, nous, on fournit l'ensemble de tous les aliments à partir de ce qu'on a récupéré dans les épiceries et de ce qu'on a aussi comme ingrédients de base. Et une fois sur place, les personnes vont décider entre elles ce qu'elles ont envie de cuisiner. Elles vont repartir, elles vont se séparer les plats qu'elles auront préparés ensemble à la maison. Vous avez des ateliers qui s'en viennent sur la confection de pâtés. Oui, on a 3 ateliers, donc les mercredis le 15 novembre, le 22 novembre et le 29 novembre, à partir de 9 h. Les 2 premiers, le 15 et le 22, on va faire des pâtés à la viande, donc des tourtières. Puis ensuite, le dernier, le 29 novembre, ça sera des pâtés à la dinde. Donc, c'est un peu pour que les personnes puissent explorer comment confectionner la pâte déjà, puis après ça, le mélange, puis repartir après ça avec ce qu'on a cuisiné pour les fêtes. Puis il y a une partie aussi, le surplus, qui va pouvoir aller dans les dépannages alimentaires pour la suite. Pour le temps des fêtes, allez-vous faire un atelier spécial? Oui, mais à part les pâtés, pour décembre, notre dernière date, c'est le 6, c'est aussi un mercredi à partir de 9 h. Puis là, ça va être des petites pâtisseries, des desserts de Noël là, thématiques. Tu peux-tu me parler de la soupe communautaire? Oui, bien à chaque jeudi, le dernier jeudi de chaque mois, on a une soupe communautaire. Donc, à partir de 11h30 jusqu'à 1h, les personnes sont les bienvenues pour venir manger une de nos 2 soupes ou même goûter aux 2. Donc, il y en a toujours une végétarienne, puis une autre qui contient de la viande. La soupe, c'est tout le monde qui est le bienvenu, puis c'est gratuit, contribution volontaire s'il y en a qui tiennent à contribuer pour des sous. Puis maintenant, là, depuis octobre, on fait également une causerie après la soupe. Donc, à partir d'1 heure, on invite les gens à parler de sujets précis. Puis là, celle de novembre, donc le 30 novembre, on va parler des préjugés auxquels font face les personnes en situation de pauvreté. Et cette causerie-là sera animée par 2 intervenantes, dont Marie-Christie Garot de Représentation et Louise Gallien de Droit devant. Puis la causerie, donc, ça va commencer par une petite présentation pour démystifier les préjugés, puis ensuite faire un réel portrait de c'est quoi vivre dans la pauvreté. Tu peux-tu me parler de la cuisine collective? Oui, pour faire une différence entre les cuisines collectives et les cuisines solidaires. Donc, on parlait tantôt des cuisines solidaires, qui, elles, c'est des groupes qui vont varier d'une fois à l'autre, puis c'est sur inscription. Tandis que les groupes de cuisine collective, c'est des groupes fixes. Donc, une fois que tu t'inscris, tu es dans le même groupe à chaque mois. Tu reviens une fois par mois. C'est aussi des cuisines de 3 heures. Par contre, la différence, c'est que tu vas prévoir d'avance les recettes que tu vas faire avec ton groupe. Et puis, le groupe va faire des achats. Nous, dans le moment, on peut fournir une carte cadeau d'achat soit au Maxi ou au IGA. Sinon, ce qui dépasse le montant qu'on a pu offrir aux personnes, bien, elles vont se séparer les coûts entre elles. On a aussi un fonds de cuisine qui contient de la farine, du sucre, des épices, un tas de trucs secs qui permettent de réduire la facture également. Pourquoi on voudrait participer à une cuisine collective? C'est un peu un sentiment d'appartenance au groupe. Tu peux te fier sur tes coéquipiers, coéquipières. Puis si jamais, à un moment donné, tu dois t'absenter parce que tu es malade, mais souvent, le reste du groupe va cuisiner quand même pour toi, puis va t'amener tes petits plats à la maison. Donc, c'est une stabilité plutôt que les cuisines solidaires. C'est plus flexible parce que c'est pas les mêmes personnes. Par contre, il n'y a pas le même sentiment d'appartenance au groupe. Le collectif alimentaire s'est associé avec d'autres organismes de la région pour la Guignolée cette année. Tu peux-tu m'en glisser un mot?
Oui, à l'instar des dernières années, donc le collectif et les autres partenaires ont décidé que les dons se feraient seulement en argent. On a deux façons de récolter les dons. C'est soit en ligne, ou bien les personnes qui ne pourraient pas le faire en ligne puis voudraient donner des chèques peuvent les faire au collectif alimentaire directement. Quand tu fais ton don en ligne, tu reçois un reçu sur le champ. Si tu fais un don par chèque au collectif, le reçu reviendra après les fêtes. Les dons aussi seront récoltés jusqu'au 13 décembre maximum. Et puis, ça, pourquoi c'est en argent, c'est que par la suite, dépendamment du montant qui sera amassé, mais on va faire des achats pour des cartes cadeaux dans l'épicerie pour redistribuer aux personnes au lieu d'avoir un panier d'aliments. Puis si les gens veulent s'inscrire à une de vos services de cuisine, c'est où la meilleure place pour le faire? Par téléphone, au 88 752 5010. On peut aussi le faire via courriel. Nous, on envoie des infolettres, puis chacune des activités qui sont prévues se retrouvent dans l'infolettre, puis la personne peut cliquer directement pour s'inscrire. Télévague était heureux d'avoir l'opportunité de parler avec Dominique Cyr, l'un des administrateurs de la commission Jeunesse Gaspésie-les-Îles, afin de discuter des résultats de la consultation 2023. Elle s'était déroulée auprès de 1000 jeunes de la région dans le but de découvrir leurs priorités, intérêts et leurs préoccupations. La commission jeunesse existe déjà depuis plusieurs années. On a le mandat de représenter les jeunes Gaspésiens et Madelinots qui sont âgés de 12 à 35 ans, donc qui habitent ou qui habitent pas le territoire. On a aussi dans nos principaux mandats d'être à l'écoute des jeunes, de valoriser l'implication citoyenne notamment. Et c'est pourquoi on a réalisé l'enquête, la consultation régionale, parce que ça nous permet de documenter, de faire connaître, d'avoir plus de données sur les enjeux que les jeunes Gaspésiens et Madelinots peuvent vivre. Donc, nous, c'est un de nos principaux outils pour justement transmettre ça puis être un peu plus à l'écoute des jeunes. Cette consultation-là, comment le processus, comment ça s'est déroulé? On a été à 2 étapes. Dans le fond, l'enquête, la consultation régionale a été lancée au printemps dernier, sur un petit peu plus qu'un mois. C'est une enquête qui s'est déroulée en ligne. Donc, les jeunes étaient invités à aller répondre à un questionnaire de plusieurs thématiques, plusieurs questions. Ça faisait près de 100 questions sur des thématiques comme le logement, les services de garde, l'environnement, la démographie, le retour en région. Bref, un ensemble de thématiques qu'on sait qui touchent les jeunes plus directement. Et les jeunes nous ont transmis ces réponses-là. On a eu plus de 1000 répondants. Et la consultation de 2023, c'était quoi la priorité des jeunes? On aurait pu prendre des paris avant que ça sorte, là. On s'aurait pas trompé. C'est le logement. C'est le logement. On entend beaucoup parler. C'est la première priorité des jeunes. Il y a des variations dans les tranches d'âge parce qu'on est capable d'analyser les résultats par tranche d'âge. Donc, par exemple, on pourrait prendre les 14-15 ans, les jeunes dans la vingtaine jusqu'à 35 ans, on pourrait les découper. Ça varie un peu, mais quand on regarde le portrait général, c'est vraiment le logement numéro 1. Ce qu'on perçoit dans les résultats, c'est que les jeunes sont plus préoccupés, sont plus insatisfaits aussi du travail qui est fait notamment par leurs élus municipaux. On a plus de 60% des répondants qui mentionnent qu'ils ne sont pas satisfaits du travail qui est fait sur le terrain par leurs élus municipaux par rapport à la question du logement. Donc ça, c'est quand même un message fort, je pense, qui est transmis aux élus par ces données-là. Ceci étant dit, ça reste des perceptions des jeunes. Ça veut pas dire, je pense qu'il ne faut pas percevoir comme les élus ne font rien. C'est pas ça qui se passe sur le terrain. On sait que les élus sont en action, mais il y a clairement un enjeu. C'est une hypothèse qu'on peut faire quand on regarde ces résultats-là. Il y a clairement un enjeu de communication pour que les jeunes savent mieux qu'est-ce qui est fait comme travail dans leur région par les différents intervenants, par les élus, par rapport à la question du logement. Ça, c'est clair que ça ressort là, des résultats 2023. La deuxième priorité, c'est la grande surprise, je dirais, de la consultation 2023, c'est la santé mentale. C'était même pas, pour vous donner une idée, là, c'était même pas dans le top 10 des priorités en 2018. C'était pas ressorti du tout dans la dernière enquête. Cette année, c'est dans l'ensemble des tranches d'âge, la santé mentale est vraiment indiquée comme une des principales priorités. On sent
c'est surtout les 14-15 ans, les plus jeunes, nos adolescents qui sont présentement au secondaire. On sent que c'est eux qui sont le plus affectés présentement par la question de santé mentale. On voit des pourcentages qui sont honnêtement préoccupants là, en termes d'anxiété que les jeunes peuvent vivre, en termes de déclarer avoir une mauvaise santé mentale. Puis tu sais, c'est préoccupant dans le sens que les jeunes ont répondu à une enquête en ligne, puis ils se rendent jusque-là pour mentionner qu'ils ont une mauvaise santé mentale. Donc, c'est la pointe de l'iceberg. Mhm. On est autour tu sais, des 15%, 20% des jeunes qui mentionnent qu'ils n'ont pas une bonne santé mentale. Donc, ça, c'est sûr que nous, quand on a vu ces données-là, ça nous a préoccupés. Si on retourne à celle de 2018, Oui, c'était quoi les différences avec celle d'aujourd'hui qu'on a eue en 2023? je me rappelle, moi, ça m'avait frappé, mais l'entourage des jeunes était encore assez négative là, par rapport à retourner en région ou trouver un emploi. OK. Ça, les jeunes le mentionnaient beaucoup dans l'enquête de 2018. Puis, c'est comme intimement relié, mais il y avait aussi la notion de trouver un emploi. Ça, les jeunes étaient encore préoccupés, c'était encore dans les priorités en 2018. Il y avait aussi des questions, ce qui n'était pas là, moi je trouve ça intéressant, mais en 2018, il y avait pas les services de garde, c'était pas dans les priorités des jeunes à ce moment-là. Sans doute qu'il y avait Mhm. des enjeux, on s'entend, mais c'était pas mentionné comme dans les principales priorités. Là, qu'est-ce que la commission jeunesse va faire avec toutes les données récoltées? Notre objectif, là, je dirais, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, on n'est pas des experts sur toutes les questions qu'on a sondées. Fait que notre grand travail, nous, ça va être d'aller rencontrer les gens qui travaillent déjà sur les enjeux qu'on a sondés. Par exemple, on a déjà commencé une tournée des MRC, une tournée des régions. On est allé aux Mhm. îles de Madeleine en septembre passé, aller rencontrer les élus, des intervenants, des jeunes également. Vous avez un peu de temps libre, alors quoi de mieux que faire du bénévolat? C'est l'un des meilleurs moyens de donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Nous avons rencontré Nathalie Bugeaud, directrice générale au Centre d'action bénévole de Saint-Siméon-Port-Daniel, pour nous faire part de leurs différents besoins en bénévolat. On a toujours des besoins en bénévolat, je pense, dans tout centre d'action bénévole. Chez nous, les besoins, je vous dirais, c'est particulièrement là, ce qui est le plus criant, l'accompagnement transport médical. Ce qu'on demande aux bénévoles, c'est d'être prudent sur la route, d'être attentif, d'être à l'écoute de la personne qu'on accompagne. Parce que des fois, on peut sortir d'un rendez-vous médical où on a eu peut-être une moins bonne nouvelle, tout ça. Donc, d'être à l'écoute, d'être attentif, mais surtout d'être discret et confidentiel. Ça, c'est vraiment important. D'être prudent sur la route. Hein? C'est sûr que nous, ce qu'on va vérifier quand on fait un accompagnement, ce que la personne à la gestion des bénévoles va vérifier, c'est sûr, pour devenir bénévole, on va vérifier le dossier de conduite automobile pour devenir bénévole en accompagnement transport médical. Et on va vérifier aussi les antécédents judiciaires. Parce qu'on se retrouve seul avec une personne qui est plus fragilisée, qui est plus vulnérable. Donc, partout dans les postes qu'on a comme bénévole où on se retrouve seul à seul avec une personne qui est plus fragilisée ou plus vulnérable, on demande les antécédents judiciaires. Donc, c'est sûr que ça, c'est le service, je vous dirais, où on a le plus de plus grands besoins présentement. Du côté aussi des visites amicales, on a présentement des gens en attente pour avoir une visite amicale dans le secteur. Donc, on aimerait ça. La visite amicale, on peut se poser plein de questions. Ça consiste en quoi? Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure par semaine où on va aller visiter une personne qui est plus seule, qui est plus isolée. Peut-être une personne, par exemple, qui vient de perdre son conjoint, sa conjointe, ou une personne qui n'a pas de réseau familial dans la région ou de réseau d'amis. Ça peut être des gens qui viennent d'arriver en région. Et le but de ça, dans le fond, c'est de contrer l'isolement, bien sûr, mais ça peut être d'aller prendre une petite marche dehors, peut-être, puis de jaser. C'est surtout d'être à l'écoute de la personne. D'aller visiter notre site Internet et on voit à l'intérieur « Je veux être bénévole » et d'aller compléter ce formulaire qui nous permet, nous, d'avoir déjà une idée de qu'est-ce que la personne veut faire comme bénévolat. Par la suite, la personne va être appelée par la responsable qui s'occupe là, de toutes les entrevues avec les bénévoles, tout ça.
Un autre service aussi où on a des besoins présentement, c'est du côté du répit pour les nouveaux parents, pour le petit bonheur. Donc, les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 mois. Et le but de ce service-là, c'est vraiment de prendre soin du nouveau-né, du jeune enfant, pour que le parent, souvent on est porté à dire la maman, mais le parent puisse prendre un petit temps de répit, un petit temps de pause pour lui. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être d'aller faire ses commissions, ça peut être d'aller se coucher, passer peut-être 1 heure, 2 heures de sommeil. Donc, c'est l'équivalent d'un 3 heures semaine qu'on offre aux parents. Et de ce côté-là, ça dure environ 12 semaines, l'équivalent d'un 36 heures de service. Le rôle du bénévole n'est vraiment pas d'aller faire le ménage, l'entretien ménager ou autre. C'est vraiment de prendre soin de l'enfant pour que le parent puisse prendre soin de lui. Donc, c'est un bénévolat qui est très apprécié des familles, qu'on vous lance comme défi. Peut-être, si vous avez quelqu'un de votre entourage, par exemple, que les petits-enfants sont à l'extérieur de la région, qui s'ennuient un peu, qui aimeraient ça prendre soin d'un nouveau-né ou d'un jeune enfant. Donc, de contacter Diane Hort, qui est à la gestion des bénévoles, au 418-752-5577, poste 5. Donc, Diane Hort, on peut la rejoindre. Elle est ici du lundi au jeudi de chaque semaine. Et c'est ça. Ça va nous faire plaisir d'accueillir de nouveaux membres. La relève est importante. La saison de la chasse arrive à sa fin bientôt, mais nous avons eu l'occasion de parler avec des femmes chasseuses pour mieux comprendre leur point de vue sur cette activité. C'était intéressant d'entendre comment elles apprécient la nature et la chasse autant que les hommes. Comme on peut voir, tu vas à la chasse. Peux-tu me dire, ça fait combien d'années? Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je vais à la chasse. Puis le goût m'est venu parce que mon grand-père y allait, mes frères aussi, puis les amis de mon frère. Puis là, moi, je voulais tout le temps essayer de me hisser à eux, mais c'était quand même difficile parce qu'on aurait dit qu'il n'y avait pas de place pour les femmes dans le bois avant. J'ai débuté la chasse dès ma jeunesse avec mon père. Puis j'ai toujours continué à faire ça. Puis c'est une passion pour moi, la chasse. Okay. Puis à part l'orignal et le chevreuil, j'imagine, est-ce qu'il y a d'autres animaux que tu vas à la chasse? Oui, ça va faire 5 ans que j'ai débuté la chasse à l'ours noir. Une chasse que j'adore, entre autres. C'est une chasse qui se déroule au mois de juin. Moi, je chasse la perdrix, le chevreuil, l'orignal et je fais l'ours aussi. Parce que j'ai même fait mon cours de trapage, parce que ça a déjà arrivé qu'il m'est arrivé une petite expérience. Au mois d'août, j'allais voir justement une de mes salines. Puis, je me suis fait courir par un ours. Fait que j'ai eu comme la panique. L'ours était dans ma trail, puis j'avais pas d'autre chemin. Fait que j'ai été obligée de contourner un petit lac, courir vite dans le bois, sauter des arbres. L'ours, quand il s'avait levé sur ses 2 pattes arrière, puis là, il me sniffait, puis j'avais rien avec moi, rien pour me défendre. J'ai fait du bruit, j'ai crié, j'ai frappé dans mes mains, j'ai sifflé. L'ours, il avait rien à faire, il a baissé sur ses 4 pattes, il a parti à courir, fait que moi, je m'ai sauvée. C'était sauve qui peut. Mais rendu au chemin, au grand chemin, là, je vais te dire que j'avais le cœur qui débattait dans les oreilles, puis j'avais l'adrénaline au fond. Qu'est-ce que tu penses des femmes à la chasse? Ils ont-tu leur place? Moi, je crois que les femmes ont de plus en plus leur place à la chasse parce que j'en connais de plus en plus maintenant qui sont autonomes, qui vont à la chasse, qui adorent ça, qui amènent eux autres aussi avec eux des femmes à la chasse. C'est un concept que j'espère qu'il va rester. Puis je crois qu'ici, en Gaspésie, il y en a de plus en plus parce que ça arrive à ça que quand tu vas dans le bois, tu croises de plus en plus de femmes dans le bois qu'avant. Il y en avait une de temps en temps, là, mais c'était plutôt rare. Je serais capable de débuter. C'est sûr que, tu sais, au niveau de la force physique, peut-être que l'homme peut apporter un peu plus, sauf qu'avec les outils qui existent aujourd'hui, je pense que la femme peut facilement faire tout ce qui englobe la chasse, autant débuter l'animal, le suspendre, parce que là, il y a des porte-à-winch, il y a des outils qui permettent de ne pas avoir vraiment la force physique d'un homme. Présentement, je me sens de plus en plus outillée, puis ça, c'est à force d'y aller d'année en année. Ouais. Puis pourquoi tu aimes la chasse?
Moi, j'aime la chasse parce que la nature, c'est mon passe-temps favori. Être dans la nature, ça m'apaise. C'est quelque chose que j'aime. Tu sais, juste même aller marcher, j'aime ça. Mais la chasse, aller à la chasse, c'est l'adrénaline, c'est entendre les animaux caler, c'est de pouvoir essayer de trouver l'animal pour le chasser. Fait que c'est tout ce côté-là. Puis c'est aussi le fait d'être avec des personnes que je connais pour partager nos expériences. Parce que quand on arrive le soir à la roulotte puis qu'on se compte nos expériences, bien, c'est ça qui est le fun. C'est une passion. C'est tranquille dans le bois. La nature est belle. Il n'y a presque pas de monde. C'est ça que le monde ne croyait pas ça. Les orignales, tu es connecté avec la nature. Tu entends toutes les bêtes, les écureuils, les oiseaux. Tu entends même des hiboux. Puis même souvent, le hibou, ça peut être un orignal qui se camoufle pour s'identifier à d'autres orignaux, pour leur dire qu'ils sont là, puis ils communiquent entre eux en faisant le son du hibou. Quand j'ai appris ça, j'ai même été surprise. Moi, je suis quand même capable de faire un petit peu des bêtes. Là. Je fais... Après ça, je peux en faire un autre. Quand il y en a un qui s'approche, ou des fois, tu veux juste attirer l'attention, s'il y en a un qui arrive en surprise, tu peux faire... juste pour le staller un peu, pour attirer son attention, puis là, ça peut te donner le temps de te préparer pour tirer. Puis ça fait à peu près 17 ans que j'amène des filles avec moi à la chasse. Je les initie. À chaque année, je n'amène une nouvelle qui n'a jamais été à la chasse, qui ne connaît pas ça. Puis après ça, bien, si elle aime ça, puis elle adore ça, bien, elle peut aller suivre le cours à son tour, puis après ça, décider si elle va continuer la chasse. Je ne les force pas à rien. Je les offre de venir avec moi. C'est tout à fait gratuit. Puis ils participent avec nous à tout le forfait de chasse, comme on dit, du début à la fin. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Avis de convocation à tous nos membres. Vous êtes invités à assister à l'Assemblée générale annuelle mercredi, le 15 novembre à 19h au studio de la télévision communautaire Télévague. Sur place, vous pourrez prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons le 15 novembre prochain dès 19h. Demande à la population pour apporter des denrées périssables ou non pour le comptoir alimentaire du Centre d'action bénévole Gascon-Percé pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité de notre MRC Rocher-Percé. Pour information, communiquez avec Nancy Lefebvre au 418-689-6023, poste 103. Jusqu'au 13 décembre, la Guignolée 2023 se fera virtuellement. Vous pouvez faire vos dons en ligne. Vous pouvez aussi faire vos dons en chèque par la poste ou en argent comptant au collectif alimentaire 8A, boulevard Gérardet-Lévesque-Est à Passepébiac. Après-midi de danse organisée par le club de l'âge d'or L'Étoile de la Mer au centre multifonctionnel de Gascon, dimanche le 19 novembre à 13h30 avec la musique de Sonny Langelier. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier à commercial-télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com. Par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre aide d'OCAT du 12 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute. L'objectif de Télévague est de renforcer les liens entre les membres de la communauté en offrant une plateforme pour leur permettre de s'engager, de participer et de contribuer à la vie locale. Nous espérons que Télévague est une source d'information pour vous et que vous trouverez en elle des programmes qui vous intéresseront et vous divertiront. Nous encourageons donc toutes les personnes qui ont une suggestion de sujet à nous contacter. En travaillant ensemble, nous pourrons créer une télévision communautaire vibrante qui répond aux besoins de notre public. Merci de nous aider à réaliser notre objectif. Et bonne semaine à tous!